Vous avez l'esprit entrepreneur. Vous êtes dynamique et possédez un grand leadership. Vous souhaitez investir dans un business lucratif? Devenez représentant des services de Congo Mikili dans votre ville. Pour en savoir plus, contactez-nous dès maintenant au numéro suivant. L'analyse du jour. Bienvenue à l'analyse d'aujourd'hui. Batutu Balandarabiso un peu partout au monde. Lelo eza jeudi comme boyebi binotu que jeudi tout en ligne na ndeko Pichou. Bonsoir Pichou. Bonsoir Yves, comment ça va? Oui, ça va très bien. Donc je crois que ndeko Pichou, on est avec lui en direct de San Diego, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. On est en Californie ici. Ouais, San Diego, Californie. On va directement attaquer le premier sujet d'aujourd'hui qui est que UDPS Tshisekedi refuse de rencontrer Moubake. Donc, donc je crois que les troubles dans l'UDPS continuent. Ça fait 25 ans que c'est parti le 24 avril 1990 et ça, 25 ans que c'est parti avait en 1990 obtenu la soi-disant démocratisation de la part à Mobutu. Donc, lecture na yo nini par rapport il y a ba trouble wana ya na UDPS au Tozozongelango encore une fois. En tout cas, je salue d'abord nos auditeurs. Je les respecte beaucoup parce qu'ils nous donnent leur temps pour nous écouter de toutes nos analyses que nous faisons. Et nous ne prenons pas ces analyses avec légèreté parce que nous pensons que c'est vraiment un honneur de donner la voix à ceux qui n'ont pas de voix et aussi d'essayer d'avoir un esprit de liberté dans la façon dont nous pensons, sans être penchés ni à gauche ni à droite, mais de donner les versions qui sont pratiquement au milieu. Alors, je comprends que la plupart de nos auditeurs ont quand même, selon ce que quand je lis les commentaires, je trouve que quand je parle contre l'UDPS, je sens qu'il y a des gens qui se soulèvent, les gens de l'UDPS vont vraiment contredire. Quand je parle contre l'UNC, je vois la même chose. Quand je parle contre le PPRD, c'est la même chose. Ce qui me rend compte que je suis pratiquement au milieu du village dans les analyses que je fais parce que je ne suis pas en train de vouloir cajoler un parti politique. Je n'ai ni le temps ni l'espace pour faire ça. Je ne suis pas un allié ni de l'UDPS, ni de l'UNC, ni du PPRD, ni de aucun parti politique au pays. Mais je travaille avec les leaders des partis politiques pour essayer de leur donner une façon de voir les choses pour que notre pays avance. Donc, pour rentrer maintenant en ce qui concerne l'UDPS, je vais essayer de rentrer un peu en arrière. Ce parti politique, pourquoi est-ce que nous sommes un peu durs dans nos analyses envers l'UDPS? C'est parce que nous pensons que l'UDPS devrait donner l'exemple de tous les partis politiques. Il n'y a pas un autre parti politique le plus vieux dans notre pays que l'UDPS. Le MPR est déjà mort. Maintenant, c'est l'UDPS qui est là, qui est comme le flambeau, qui devait être comme le patrimoine de notre pays, qui devrait normalement se représenter comme l'ANC de l'Afrique du Sud, un parti qui réunit la majorité de la population. Donc, tout le monde, quelle que soit la personne, de près ou de loin, a déjà concocté l'UDPS dans un temps passé ou présent ou même récent. Donc, tout le monde a une certaine familiarité avec l'UDPS. Maintenant, en voyant le désordre, ça ne nous fait pas du bien. Ça nous décourage parce que nous savons que l'UDPS est le seul parti qui pouvait faire
des bonnes choses. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire l'analyse beaucoup plus basée sur le président de l'UDPS. OK? Pas de l'UDPS comme étant parti politique, mais le président et comment il a dirigé son parti et quelles sont les failles et les avantages. Nous allons commencer avec les failles. Donc, l'UDPS, normalement, après 25 ans de bataille, ou même 30 ans de bataille contre la dictature, nous reconnaissons une chose dans l'UDPS, que l'UDPS nous a, n'est-ce pas, laissé l'héritage de ne pas avoir peur d'un dictateur. Ça, c'est vraiment connu de tout le monde. Nous n'avons pas peur des dictateurs, nous les affrontons chaque jour et on les fragilise comme on vient de fragiliser Joseph Kabila. Ça, c'est vraiment bien. Mais non, l'UDPS n'a jamais pensé à la succession. Et l'adage dit ceci: il n'y a pas de succès sans successeur. C'est impossible que M. Tshisekedi puisse être éternel. C'est déjà impossible. Alors, il devrait normalement préparer des successeurs. Il y en a eu plusieurs qui venaient, mais malheureusement, la plupart des successeurs ne se retrouvent plus en ligne avec la vision actuelle de l'UDPS Tshisekedi. C'est pour ça que la plupart des gens qui évoluaient dans l'UDPS ont dissocié l'UDPS en général et l'UDPS Tshisekedi. Parce qu'au fur et à mesure que l'UDPS a commencé à progresser, il y a eu une branche de la famille de Tshisekedi qui s'est, n'est-ce pas, saisi l'autonomie de l'UDPS. Et cette branche commence à évoluer à part par rapport à la branche générale qui est de l'UDPS que tout le monde connaissait. Avec ce détachement-là de cette branche familiale héréditaire, le désordre commence à se faire voir encore et encore. J'ai suivi Moubake, qui a clairement dit qu'il est venu en Europe pour rencontrer M. Tshisekedi. Il est le conseiller particulier de Tshisekedi. Il ne répond pas à Mavungu. Et on lui refuse de voir Tshisekedi parce qu'il n'est pas en bon contact avec Mavungu. Donc, ce sont des choses des partis politiques qui devaient normalement rester à l'intérieur. Mais comme c'est l'UDPS, un parti politique que tout le monde chérit, ces choses énervent tout le monde. Et moi, j'ai dit la fois passée, et je le répète cette fois-ci encore, les conflits à l'UDPS ne profitent ni à l'UDPS, ni à la population congolaise, ni à la nation congolaise, ni à n'importe qui. Ces conflits, ce sont des choses qui nous font une perte de temps et ça nous décourage et ça ne montre pas un exemple pour un parti politique qui a fait plus de 30 ans au pouvoir. C'est un échec total de M. Tshisekedi dans sa succession. Il doit savoir qu'il n'est pas éternel. Et sachant qu'il n'est pas éternel, il devrait préparer un successeur. Aujourd'hui, s'il mourait aujourd'hui même là, l'UDPS sera en désarroi. Ce sera un parti politique déchiqueté. Et au Panzana, Mbalamoko, Mutnamutu, Arobendana, na kote na ye. Et wana mabe, soki kaka lelo, Monsieur, ça sera fini. Monsieur Pichou, parce que faire l'analyse aussi, c'est faire aussi des parallélismes par rapport à ce qui se ferait dans un parti responsable aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Comment est-ce que la succession, par exemple, dans les partis fonctionne aux États-Unis? Et je ne sais pas si tu peux aussi essayer de faire un peu une historique par rapport à certains partis aux États-Unis, comment les successions se sont toujours déroulées, comment ils ont préparé les nouveaux défunts. Alors, dans les partis politiques ici en Occident,
c'est d'abord, les partis sont basés sur la philosophie. Ce n'est pas les partis basés sur les hommes forts. Vous avez les démocrates, par exemple, ici aux États-Unis. Il y a 53 États. Donc, il y a des démocrates partout, mais ils ont une organisation qu'on appelle le DNC. Le DNC, c'est l'organisation qui réunit tous les démocrates au sein d'une institution et avec un leader. Maintenant, le leader, c'est le seul candidat qui, après les primaires, quand les gens font les primaires, c'est-à-dire chaque groupe dans le Parti démocrate va faire sortir son candidat, chaque personne qui voudrait, n'est-ce pas, être à la magistrature suprême va se présenter et il va s'enregistrer au DNC. Le DNC, qui est le Parti démocrate, va organiser les primaires. Quand ils vont organiser les primaires, il y aura seulement un candidat qui va réussir. Le candidat qui aura le plus de votes, c'est celui-là qui sera le chef du Parti démocrate. C'est celui-là qui va représenter le Parti démocrate partout. Et il va aussi se battre avec celui qui va réussir dans l'autre camp qu'on appelle le camp des républicains. Donc les démocrates se battent d'abord entre eux, ils choisissent un individu. Les républicains se battent entre eux, ils choisissent un individu. Maintenant, l'individu qu'on choisit, c'est celui-là qui est le chef du parti pendant tout le terme présidentiel. Donc, pendant tous les 4 ans, la personne qui était choisie sera le porte-parole du parti politique qu'il représente. S'il devient président, il sera toujours le porte-parole du parti politique. Et c'est celui-là qui va organiser le parti politique, c'est celui-là qui va donner les lignes de conduite du parti politique, c'est celui-là qui va organiser la convention de ces partis politiques. Lorsque les élections arrivent encore, il y aura des primaires, et puis après les primaires, on choisira un autre, c'est celui-là qui va prendre la place. Si celui qui est au pouvoir n'a pas encore fini son terme, il est à son premier, les autres doivent attendre jusqu'à ce qu'il finisse son mandat, c'est-à-dire le premier et le deuxième, alors il y aura encore primaire et on choisira un autre et ça sera ainsi. Donc c'est automatique. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, toi, Yomuto Ozala, chef Nabiso Nte. C'est-à-dire que les gens doivent prouver de leur capacité. Ils doivent battre campagne dans le parti même. Ils battent campagne dans le parti et quand ils ont la majorité des voix, ils deviennent les chefs du parti. Après avoir été chefs du parti, ils peuvent être présidents de la République et quand ils sont présidents, ils seront chefs du parti pendant tout le temps qu'ils sont présidents. Et après, ça sera une autre personne qui va encore battre. Donc, tu vois un peu, il y a l'ordre déjà, c'est déjà bien établi. Ce n'est pas basé sur les individus. Il y a l'institution, le DNC et l'organisation des républicains. Donc, ce sont des organisations qui sont déjà indépendantes. Et chez nous maintenant, c'est quoi? Un parti politique, c'est une organisation qu'un individu commence. C'est lui-là qui donne l'argent. Il donne l'argent pour enregistrer ce parti politique. Il donne l'argent pour organiser les meetings dans ce parti politique. Parfois, il vend même ses maisons pour, n'est-ce pas, que les partis politiques fonctionnent. Il paye le transport pour les gens qui viennent dans les meetings. Il fait tout en investissant. Comme c'est un investisseur dans ce parti politique-là, il ne peut jamais laisser sa place à une autre personne. Il va vouloir d'abord récupérer ce qu'il a investi. Dans l'UDPS, M. Tshisekedi a beaucoup investi dans son parti. Dans les années, les premières années où les partis étaient encore jeunes,
Lui était déjà premier ministre, était déjà ministre plusieurs fois, donc il avait déjà des moyens, il était ambassadeur, donc il a mis beaucoup de ses paquets. Non seulement ça, son combat envers Mobutu était tellement acharné que lui était seulement le flambeau de l'UDPS. Et comme il est resté flambeau pendant très longtemps, il a incarné son parti politique. De telle façon que il est inconcevable dans la mentalité des gens de l'UDPS de voir Tshisekedi en vie, mais une autre personne être président et diriger le parti. Moi, je trouve que M. Tshisekedi, de son vivant, devrait normalement choisir ou établir un système qui permet une rotation et aux jeunes de se démarquer pour accéder au leadership de leur parti politique. Mais l'homme africain n'est pas aussi évolué comme l'homme de l'Occident. L'homme africain tient compte de l'âge. Quand là, vous êtes avancé dans l'âge, je dois vous respecter. Je dois attendre que vous puissiez d'abord disparaître pour que moi je puisse oser mettre ma main dessus. Nous, en tant qu'Africains, nous pensons que la valeur de l'homme est basée sur le nombre d'années. Et du genre, si vous êtes homme, vous avez plus de la valeur que la femme. Donc toutes ces mentalités-là ont fait que même dans nos partis politiques, regardez Mugabe, il a 92 ans, il est le chef du parti ANC. Donc il ne veut jamais quitter. Et on l'appelle aussi Baba, comme on appelle au Katanga Kyungwa Kumanza. La même chose. Donc c'est les mentalités que nous avons et que nous devons chasser parce que ça ne peut jamais nous faire avancer. Celui qui est là, puisqu'il a commencé, puisque celui qui a dépensé l'argent, il ne peut jamais sortir de ce parti avant sa mort. Donc il doit mourir pour que l'autre puisse prendre le pouvoir. Regardez l'UNC, par exemple, de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Depuis qu'il a créé ça, c'est toujours Vital. Mais si c'est un vrai démocrate, il peut créer une rotation. Ok? Regardez le PPRD. L'autorité morale, c'est toujours Joseph Kabila, la personne qui a donné l'argent, qui continue à donner l'argent. Et c'est ça les partis politiques à l'africaine. C'est partout. Si vous allez au Cameroun, c'est la même chose. Au Kenya, c'est la même chose. Les Kenyans ont un peu avancé. Ils ont avancé parce que ça fait au moins 3-4 fois qu'ils ont élu des présidents et ils ont beaucoup imité le système américain et ils sont très près d'une bonne démocratie. Les Nigériens ont tellement avancé, ils ont même réussi à passer le pouvoir sans beaucoup de chaos cette fois-ci. Donc, vous pensez, les gens évoluent. Mais chez nous, les francophones, jusque-là, nous sommes très manipulés. Nos partis politiques ne sont pas des partis politiques comme on le voit à l'européen. Ce sont des partis politiques basés sur les hommes. Donc, quand quelqu'un va à MLC, il va pour soutenir Jean-Pierre Bemba. Il ne va pas au MLC pour soutenir l'idéologie du MLC. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont au MLC ne savent même pas l'idéologie du MLC, c'est quoi, comparé à l'idéologie de l'UDPS. Parce que la plupart de ces partis politiques ont les mêmes idéologies. Si vous prenez le PPRD et l'UDPS, vous lisez leurs idéologies, c'est la même chose. Je répète encore, le PPRD, c'est un parti social-démocrate. L'UDPS, c'est un parti social-démocrate. L'UNC, c'est un parti social-démocrate. Idéologiquement parlant, ces trois partis devraient être ensemble. Ça devait être un seul parti politique. Mais comme chez nous, c'est pratiquement les Wenge. Vous comprenez, le Wenge, c'est un orchestre qui chante pratiquement la même chose. Quand vous me prenez Jibem Piana, Wera Son et Adolphe, c'est les mêmes rythmes, les mêmes battements de tambour, les mêmes solos, les mêmes façons de chanter, mais les leaders sont différents
et ils ont les voix qui sont différentes. C'est tout. Mais la base fondamentale, j'ai un ami américain qui me dit souvent, Pichou, pourquoi votre musique est la même chose? Quand on lui met les musiques, on dit non, celui-ci c'est Wenge de telle façon. Et puis celui-ci c'est Wenge de telle. Mais il dit, mais c'est la même chose. Alors j'ai compris que, à nos yeux, puisque nous connaissons les leaders, nous pouvons distinguer et nous connaissons leur voix. Mais aux yeux des étrangers, c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe dans nos partis politiques. Donc, ce sont des partis politiques normalement qui parlent de la même chose, mais ils se haïssent, c'est parce que ce sont des partis politiques soutenus par des hommes forts, pas par des idées fortes. Les idées du PPRD, je le répète pour que les gens vraiment puissent bien comprendre. Le PPRD et l'UDPS et l'UNC, tous ce sont des partis social-démocrates qui devraient être ensemble dans la même boîte. S'ils sont divisés, ce n'est pas parce qu'ils ont des idéologies différentes, mais c'est juste parce qu'ils ont des hommes différents qui se haïssent et qui ne veulent pas collaborer. Dans d'autres cieux, ça serait un seul parti politique. C'est que tu dis que les partis politiques congolais sont devenus comme on voit par exemple le phénomène avec des églises, plusieurs églises sur une même rue qui prient tous Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas être ensemble. C'est pratiquement la même chose. Ils ont tous la Bible, ils prêchent la même chose, eux tous demandent l'argent, eux tous chantent les mêmes chansons dans l'église, eux tous, ils ont les mêmes façons d'adorer Dieu. Ils commencent par la prière, et puis la louange, et puis eux tous font les mêmes activités. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les églises. Mais il y a la différence entre toutes ces églises ici et l'église catholique, par exemple. Tu vois, l'église catholique est différente, elle adore différemment par rapport aux églises dénominationnelles. Mais toutes ces églises dénominationnelles, ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans les partis politiques. C'est les hommes, ce sont ce qu'on appelle les rigablos. Donc, au Salimoa Eloko Nayo, pour Omata. Mais ce n'est pas dire que non, l'idée que tu as est fondamentalement différente de l'idée que tout le monde a. Non, c'est pas ça. Le fondamental est la même chose. C'est pour ça que je le répète encore. Les gens seront étonnés. L'UNC, Parti démocrate, social-démocrate, l'UDPS, social-démocrate, les CID, social-démocrate, le PPRD, social-démocrate, tous ces petits partis de José Makila ou encore tous ces petits partis de Mayebo qui sont là, c'est les mêmes chansons, ce sont les mêmes binzambi, mais chacun veut être leader dans son coin. C'est ça le problème. Lorsque nous aurons la maturité de comprendre que nous parlons le même langage. C'est pour ça que je suis en train de pousser pour la candidature unique. Pourquoi? Parce que je sais que sur le fond, ces gens veulent développer le pays de la même façon. Si ce sont des social-démocrates, ils veulent tous développer le pays en faisant les champs, en touchant d'abord la base, au lieu de toucher les entreprises. Ils veulent tous aider la population à avoir le courant, ils veulent tous avoir de l'eau, tous veulent la même chose. Vous avez déjà écouté le PPRD? Ils parlent de la même chose. Nous allons vous donner de l'eau, nous allons vous donner de l'électricité, nous allons faire l'agriculture. C'est la même chose, même théorie. Donc, la différence, c'est les hommes qui les dirigent. C'est tout. Ok, Pichou, on passe au deuxième sujet. C'est présidentielle burundaise. Au troisième jour des manifestations, le pouvoir des Nkurunziza parle d'insurrection. Donc, est-ce qu'on peut déduire, comme on a vu, les événements s'est passé dernièrement au Congo, le 19, le 20 et le 21, on dirait que la même chose est en train de se passer maintenant au Burundi. Est-ce qu'on peut déduire qu'il y a un éveil africain quelque part et que les peuples africains sont décidés à ne pas se laisser faire? L'éveil, le temps est là, l'opportunité est là, c'est ce que je veux dire. L'opportunité pour les Africains pour se débarrasser de la dictature une fois pour toutes est là. Mais ça ne dépend que du peuple africain. Moi, j'ai toujours dit, chaque peuple mérite son leader. Cela veut dire, si vous avez un dictateur, vous l'avez mérité.
si vous avez un démocrate, vous l'avez mérité. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si vous êtes un peuple docile qui accepte qu'on vous trempe dessus, qu'on vous marche dessus, eh bien, vous allez avoir un dictateur qui va vous imposer un système. Mais si vous êtes un peuple qui ne tolère pas qu'on puisse vous marcher dessus, automatiquement, la démocratie va s'imposer. C'est impossible que vous venez ici aux États-Unis, par exemple, imposer une dictature ou imposer une philosophie. Le peuple ici, il est déjà développé dans la mentalité qu'il ne peut jamais accepter qu'un individu vienne imposer une pensée unique. Mais chez nous, à cause de notre tradition, comme je l'ai dit souvent, et je dois le répéter pour que les gens puissent comprendre, nos traditions africaines sont à la base des régimes dictatoriaux qui sont chez nous. Ce ne sont pas les Occidentaux. Je voudrais avoir, Yves, si tu peux permettre un jour que nous puissions avoir une discussion, un débat à plusieurs sur des points comme celui-ci. Est-ce que la dictature est une émanation des Blancs ou la dictature est quelque chose de naturel chez les Africains? Moi, je trouve que la dictature, c'est quelque chose de naturel chez les Africains, dans nos familles et tout ça. Et les Blancs sont venus utiliser ce que nous étions déjà. Les Blancs ne nous ont inventé rien, ils ne nous ont exporté rien. Tout ce qu'ils ont fait, c'est manipuler les choses que nous avions. Aujourd'hui, si nous sommes en train de souffrir, nous battre entre nous-mêmes, c'est parce que dès le départ, la façon dont nous vivions, on n'était pas unis. On n'était pas unis et on est surpris que l'étranger est venu et commencé à nous diriger. Si nous étions unis, on ne devrait jamais se retrouver dans une colonisation ou un esclavage. On ne pouvait jamais. C'est parce que déjà nous n'étions pas unis et que nos mentalités, notre tradition africaine a beaucoup de problèmes que les jeunes d'aujourd'hui doivent nettoyer ces problèmes afin que nous ne puissions plus aller dans un autre siècle futur avec les mêmes traditions. Les traditions africaines où on donnait la valeur aux hommes, pas aux femmes, la valeur à l'âge, pas à l'intelligence, la valeur à l'argent, pas à la moralité, ce sont des choses qui font que aujourd'hui nous nous sommes retrouvés les derniers sur la planète. Tout peuple mérite ses dirigeants. Notre peuple, c'est un peuple docile, mais c'est un peuple qui commence à se réveiller. La jeunesse ne tolère plus des bêtises. Pendant longtemps, nous étions très faciles à corrompre. Et c'était une tradition. Quelqu'un te donne l'argent, ote kimboka. Et tu es content. Tu envoies tes enfants aux États-Unis et ils vont étudier à Harvard et tout ça. Mais tu oublies que tu as tes frères que tu viens de vendre. Combien de gens chez nous ont volé l'argent de toute une entreprise et ont fui ici en Occident et ont leurs enfants ici en Occident en train d'étudier? Combien de fois on a vu une personne voler le salaire de tout le monde et fuir en Occident avec tous ses enfants? Donc c'est notre culture. Nous devons briser ce genre de choses. Les choses qui nous arrivent, comme je le dis, ce ne sont pas des choses exportées ou importées en Occident. Ce sont des choses qui existaient déjà chez nous et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec leurs conséquences. Donc c'est seulement lorsque nous allons refuser certaines choses nous-mêmes que nous aurons la liberté. Que ce soit les Chinois qui viennent chez nous, que ce soit les Blancs qui viennent, tous viennent pour profiter. Mais ils profitent comment? Ils utilisent nos faiblesses. Ils n'utilisent pas notre force. Mais si nous diminuons nos faiblesses, si nous nous unissons, si nous bannissons le tribalisme, si nous bannissons les antivaleurs, comme voler l'argent de l'État, comme vendre le pays pour le bien de sa propre famille, si nous sommes des gens qui, même si la faim te tape comment, tu résistes à une tentation pour, n'est-ce pas, trahir ton pays. Si tu es militaire, tu te sacrifies comme tu as choisi ce métier pour se battre, défendre le territoire de ton pays.
vous verrez que les choses vont changer. Nous devons avoir cet esprit. Nous devons savoir que le Congolais, c'est un peuple très fort et nous devons rentrer dans cet état d'esprit de force. Nous ne devons pas trahir notre pays. Quel que soit là où vous êtes, mécanicien ou encore médecin ou encore politicien, si vous êtes conscient de votre vie et de votre pays, vous n'allez pas le trahir et vous allez relever le défi du 21e siècle. Pour finir de cette option, je voulais seulement dire que nous avons la chance en Afrique pour nous débarrasser des dictateurs. Nous avons cette chance maintenant, mais c'est aux Africains, c'est aux Congolais de se prendre en charge. J'ai beaucoup aimé lorsque j'ai vu un des frères de la diaspora, un combattant, descendre au pays pour aller se battre là-bas. J'encourage et je félicite et je voudrais que plusieurs puissent aller et se battre au pays. Comme ça, nous allons réussir. Pichou, nous ne devons pas critiquer ceux qui descendent. Ouais, avant de parler de ceux qui descendent, déjà, comme avec les phénomènes des combattants, il y a beaucoup qui ont été corrompus justement pour venir légitimiser ces élections qui sont en train d'être préparées, d'être truquées, de voir que diaspora paye Ndimi, voilà, batwaza kobo et bango ape bakoti na système ango et tout pour décourager un peu justement la jeunesse akine. Ça c'est une parenthèse, mais ma question vraiment a été que au cours des années, on a vu toujours que la population a été toujours menée par un leader. Depuis Gandhi, depuis Nelson Mandela, un peu partout, on a toujours vu des leaders. Mais maintenant, on dirait que la donne est en train d'échanger parce que soulèvement na Tunisie, leader a quitté. Soulèvement en Égypte, leader a quitté. Soulèvement en Libye, même chose aussi. Il n'y avait pas un leader vraiment identifiable qui Yende Amemi Batuna Balabala. Maintenant, quel est le secret que peuple nakin il faut utiliser pour se soulever sans leader parce que tout le monde dit déjà que leader besoin d'un fiable, besoin d'un la légitimité populaire pour ramener beaucoup de gens dans les rues. Ok Yves, je voudrais parler un peu de ça et de démystifier certaines choses que j'écoute des gens parler. Ils disent que non, il nous faut une révolution, il nous faut d'autres pas de rébellion, révolution, et d'autres disent l'option des élections. Ok? Mais parlons de notre pays et essayer de voir quelle est la bonne option. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une rébellion ou bien ce sont les élections? Commençons par une révolution. Comme vous avez parlé de Tunisie, vous avez parlé de la Libye ou de l'Égypte. Tous ces pays-là, si vous regardez bien aujourd'hui, ce sont des pays qui ne sont pas en bon état et due forme. Ce sont des pays qui ne sont plus bien dirigés. Pourquoi? Parce que comme vous avez dit là, il n'y a pas eu de leaders. Lorsque une révolution se fait, un révolte, et qu'il n'y a pas de leader, c'est une carte qui peut aller de n'importe quel côté. Mais souvent, ça profite toujours aux militaires qui se retrouvent au bon point, à un bon temps, au bon endroit. Donc, la révolution, c'est comme une équation à 1000 inconnus. Vous faites une révolution, mais vous ne savez jamais quel sera le bout de cette révolution-là. Parce que vous n'avez pas de leader. Vous pouvez tout casser, chasser le président, mais celui qui va prendre le pouvoir ne sera pas connu jusqu'à ce que les choses se calment. Et souvent, ce n'est pas la personne que tout le monde pensait qui allait prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui peut tomber dans les mains de n'importe qui. C'est juste la personne qui aura la parole à un bon moment, à un bon temps. C'est celui-là qui sera le pouvoir. Prenons le cas de Burkina Faso.
le peuple se soulève. C'est l'opposition qui a organisé tout ça. Le peuple se soulève, Compaoré fuit, et comme il y a vide, le pouvoir a vide d'horreur. Celui qui était là, c'était quelqu'un qui était en train de protéger Compaoré. Il se retrouve avec le pouvoir à main. Personne ne savait que lui devrait avoir le pouvoir. Non, ce n'était pas dans le plan de l'opposition. Mais il s'est retrouvé avec ce pouvoir à main. C'est la même chose dans toutes les révolutions. Regardez en Libye. La Libye aujourd'hui, c'est vraiment par terre à cause du fait que Kadhafi meurt. Les gens du conseil de transition n'avaient pas de leader, c'était un conseil. Il n'y avait pas une tête d'affiche. Et aujourd'hui, le pays tourne en boule. Donc c'est un peu ça. La révolution est bonne, juste pour renvoyer le leader qui est au pouvoir. Mais après, vous ne savez pas d'où est-ce que le pouvoir va aller. Vous ne saurez jamais où ça va aller. Ça peut tomber dans les mains de n'importe qui, même quelqu'un que vous n'avez jamais pensé qu'il allait prendre le pouvoir. Ça peut même être pire qu'avant. Donc pour nous les Congolais, après 50 ans de souffrance, la révolution n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que ça va donner. Et si ça nous a mené Kanyama au pouvoir, par exemple, et si ça nous a mené un autre général venu du Rwanda, par exemple, au pouvoir, et si ça nous a mené un autre méchant, ancien mobutiste général, au pouvoir, et si ça nous a mené... Donc, quand vous faites une révolution... Pichou, il y a certains pays quand même, parce qu'il faut qu'on se réfère aussi à l'histoire des pays comme les États-Unis. Donc, je crois que la révolution est ça là qui a fait que le pays où tu es soit les États-Unis. Il y a des gens qui se sont soulevés à Boston, comme tu connais l'histoire des États-Unis. Ces gens-là, ils se sont battus et ils ont fait les États-Unis. Ça peut dépendre aussi de la volonté des gens qui sont un peu à la base de la révolution. La même chose aussi en France. Le peuple était les maquis-barrois, même si les gens ne le savent pas. Il y avait aussi des forces étrangères. Barrois, on a la bande de Barrois, Barrois, Penabambo, Kamsusu, Bayaki, Pepo, Babomanet, mercenaires et tout. Les gens se sont battus, se sont débarrassés de la royauté, même si il y avait Robespierre, mais le peuple se était mis déjà une fois, écoutez, une deuxième fois, une troisième fois, et comment ils sauront comment défendre leurs droits. La différence entre les États-Unis, par exemple, avec tous les autres pays qui ont fait la révolution, c'est le cœur de la personne qui a pris le pouvoir. George Washington. Quand George Washington a pris le pouvoir, il a fait 2 mandats. Lui, c'était un général, un militaire. C'est lui qui a conquis, c'est lui qui a gagné. Il a accepté de laisser le pouvoir après 2 mandats pour, n'est-ce pas, amener son pays parce qu'il avait une vision de l'Amérique. Il avait l'amour de cette Amérique. Il a laissé le pouvoir après 2 mandats. Et les élections ont commencé à se passer. Il y a eu le Thomas Jefferson, il y a eu le James Madison, et la succession a commencé. La chance des États-Unis se repose sur un individu qui s'appelle George Washington. Après la Révolution, lui, un militaire, un général, 2 mandats, il accepte volontairement de laisser le pouvoir et de rester au pays comme un citoyen simple. Ce geste-là était un geste louable qui a fait qu'aujourd'hui, 240 ans après, ce pays est devenu la puissance mondiale. Chez nous, c'est le contraire. Mouzé prend le pouvoir avec l'aide du peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Il bannit la politique, il met tout le monde en prison et il se dit, je dois d'abord récupérer ce que j'ai gagné. Joseph prend le pouvoir. 15 ans après, il ne veut pas partir. Il a toujours tentative de changer la constitution, tentative de modifier les lois. Vous sentez qu'il ne veut pas partir. Il n'aime pas son pays, il veut seulement son bonheur à lui-même. Nous manquons les héros. Joseph qui est là,
Il pouvait, n'est-ce pas, remettre ce pays en marche. Il a pris le pouvoir à 29 ans. Aujourd'hui, il a 43 ans. Il pouvait seulement laisser le pays en bon et due forme. Il pouvait seulement le laisser, mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie de laisser le Congolais évoluer. Il n'a pas envie, ça se voit dans ses actes. Comment il oppresse la presse, comment il oppresse les gens. Le pouvoir, lorsque le peuple a un héros, comme le George Washington, le peuple est héros. La Bible dit ceci: lorsque les méchants abondent, le peuple gémit. Lorsque les justes abondent, le peuple est dans la joie. Chez nous, nous avons beaucoup de méchants, des gens qui veulent seulement gagner. Même quand ils ont déjà gagné des sommes comme 15 milliards, ils trouvent qu'ils doivent toujours faire plus. Et ils ne veulent pas quitter. Donc, si nous faisons une révolution, on ne doit pas compter sur le hasard. C'est pour ça que je dis la révolution n'est pas une option pour le Congo après 50 ans. Parce que ça sera encore jouer le jeu du hasard. Ça peut tomber dans les mains de n'importe qui. Et ça va nous gêner. Maintenant, la rébellion. Nous avons vu la rébellion, les fruits des rébellions. Un individu prend les armes. Ça peut être un combattant ou quelqu'un qui prend les armes. Mais il doit trouver les armes où? Il doit acheter les armes ici en Occident. Quand vous achetez les armes chez quelqu'un, vous avez d'abord vous n'aurez pas l'argent pour acheter. Ces armes, on va vous les donner à crédit. Quand vous prenez les armes à crédit, ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez payer. Et quand on vous donne à crédit, c'est avec intérêt. Les Blancs ne donnent pas les choses avec intérêt. Eux demandent de faire partir de cette chose-là. C'est-à-dire quand vous allez prendre le pouvoir, ils seront avec vous et vous allez nous remettre dans le même cercle où vous avez des maîtres qui dirigent en Occident et vous serez seulement marionnettes. Donc la rébellion, c'est répéter le même plat. Donc ça ne va nous servir à rien. Troisième option, les élections. C'est la seule option que les Congolais ont pour diriger. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Les Congolais doivent se mettre debout. Par exemple, comme sont truqués comme Esaïe qui en 2011, on sait en 2006, on sait que les gens qui travaillent à la CENI, c'est les bateaux PPRD de Bango, donc il n'y a aucune chance vraiment que l'élection soit transparente ils allent au Congo. Mais c'est pour cela que si le peuple s'organise avec une opposition organisée, les chances pour gagner ces élections vont augmenter et empêcher la tricherie de toutes les façons. Donc, l'UDPS à elle-même s'était organisée avec l'Église catholique pour avoir au moins 30% de contrôle des bureaux d'élection dans tout le pays. Ça, c'est un parti politique seul avec l'Église catholique. Si tout le peuple s'engage, même si Malou Malou est voleur comment, il ne saura pas truquer les élections, ça sera que tout le monde saura et on va proclamer les élections, même pas par lui, mais le peuple va proclamer directement et on va l'empêcher. Donc, en 2011, le peuple avait choisi le docteur Tshisekedi. Le peuple pouvait prendre le pouvoir si lui avait donné un mot d'ordre. En 2011, il y avait hésitation. Kabila a mis les chars, le peuple a, n'est-ce pas, a eu peur. Mais si le peuple s'était décidé de remettre le pouvoir à celui qui avait gagné, aujourd'hui on parlerait d'autre chose. C'est aussi parce que le président de l'UDPS avait demandé au peuple de dormir et que lui allait travailler seul. Le peuple lui avait déjà donné le pouvoir. Le peuple l'a voté. On lui a volé son pouvoir, mais lui a dit au peuple de ne pas faire quelque chose. Donc, c'était aussi des erreurs de tactique et de stratégie. Dans des situations comme ça, il allait seulement libérer le peuple et le peuple allait s'en charger de celui qui avait volé. Parce que c'est le peuple qui est parti voter et le peuple savait celui qui a voté. Donc, c'est la seule option que nous avons. Les autres options ne vont que nous remplacer un dictateur avec un autre. Donc, ce sont des options qu'il ne faut plus compter. La révolution n'est pas une option
parce qu'on ne sait pas qui va prendre le pouvoir. Et s'il prend le pouvoir, beaucoup de chances feront qu'il sera manipulé par l'Occident parce qu'il doit, n'est-ce pas, chercher la légitimité en Occident. Mais si nous, le peuple, nous choisissons quelqu'un et nous le mettons au pouvoir, si le peuple, si le docteur Tshisekedi avait accepté de se mettre, dire, peuple, allez me mettre, vous m'accompagnez jusqu'au palais de la nation, vous pensez qu'il n'allait pas prendre le pouvoir? Il a pris une résolution lui-même de ne pas faire aller dans cette voie-là. Il a la légitimité, jusqu'aujourd'hui, c'est le président légitime, mais il n'a pas l'effectivité du pouvoir, l'impérium. Il pouvait l'avoir, parce que le peuple peut submerger le petit groupe des gens qui gardent Kabila. Ceux qui le gardent, ce ne sont pas des millions de gens. Et même s'ils ont des armes, mais ces armes-là ne peuvent tirer qu'un certain nombre de balles. Donc c'est le peuple. Pour terminer, le dernier sujet, c'est Paul Kagame, Joseph Kabila et l'élite anglo-saxonne, un monstre à plusieurs têtes qui se vient en RDC. Donc le journal explique en gros comment Paul Kagame est utilisé pour toujours brouiller les cartes en RDC avec des complices qui seraient à la tête du pouvoir. Oui, ça c'est ce que nous avons déjà parlé maintes fois. Il y a un système que les anglo-saxons ont mis en place pour remplacer le système colonial que les Belges, les Français avaient établi en Afrique. C'est pratiquement les mêmes systèmes, mais cette fois-ci, au lieu de servir l'Europe, ça sert maintenant aux anglo-saxons. Les Européens, les Français et les Belges ont eu la même mise dans notre pays pendant plus de 300 ans. Ils ont exploité les minéraux, les caoutchoucs, le cuivre, ils ont fait des contrats bidons de la Gécamine, de l'Union minière, pendant des années. Mais lorsque ils ont commencé à tomber en faillite, il y a eu un vide. Les anglo-saxons, les Américains, par l'entremise des multinationaux, sont entrés. Mais la façon dont ils sont entrés, ils ont établi un système pour se servir. Ce système avait commencé avec la pensée d'enlever d'abord Mobutu, qui était un pion, qui les gênait parce qu'il avait des relations très fortes avec les Français et les Belges. Mobutu avait déjà signé beaucoup de contrats avec les deux pays et que pour que les anglo-saxons puissent prendre leur main dans notre pays, ils devraient normalement enlever Mobutu. En enlevant Mobutu, ça signifie qu'ils ont considéré comme s'ils ont abrogé tous les contrats que Mobutu avait signés avec les Français. Mobutu, c'était un protégé des Français. Chaque fois qu'il y avait une petite rébellion, il pouvait faire seulement un coup de fil et vous verrez qu'il y avait des parachutistes français ou belges qui descendaient rapidement pour le secourir. Les anglo-saxons ont utilisé le même système que les Français et les Belges avaient. Maintenant, ils ont utilisé ça avec d'autres individus. Ils l'ont utilisé avec quelqu'un qui a mangé avec Mobutu sur sa table. Quelqu'un que Ngwanda avait logé, Museveni. Museveni est venu des anglo-saxons. C'est le pion qu'ils ont utilisé. Il est là. Il a pris le pouvoir en Ouganda avec leur aide. Et c'est lui qui est le parrain de Kagame. Tout ce qui se passe à l'Est là, le chef et l'auteur, comme on appelle ici en anglais, the mastermind, c'est Museveni. La plupart des gens condamnent Kagame. Kagame ceci. Non, c'est pas ça. Kagame, on ne le connaissait même pas ici en Occident. La personne qu'on connaît, c'est Museveni. Museveni est venu directement au Zaïre voir Mobutu avec une lettre lui disant que non, voilà les choses qui vont se passer. Mais dans la lettre, on n'avait pas signifié que même toi, Mobutu, là, tu vas sortir. Museveni est venu pour rétablir l'ordre anglo-saxon. Museveni, en prenant le pouvoir, il a recruté Kagame. Kagame est venu il a été entraîné ici pendant 2 ans au Kansas
après qu'il a été entraîné, il a été rappelé au pays quand le Front patriotique rwandais avait perdu son leader qui s'appelait Freddy. Quand Freddy est mort, Kagame a été mis au front pour, n'est-ce pas, prendre le pouvoir. Et le cycle a commencé. Donc, financé par les multinationaux, et le cycle a été établi. Leur cycle est infernal. C'est un cycle qui a les mêmes objectifs que les Français et les Belges, mais leur système de fer est beaucoup plus méchant que celui que les Belges et les Français avaient utilisé du temps de Mobutu. Leur cycle crée des guerres pour prendre les richesses. C'est pour ça que vous voyez, on essaye de déstabiliser l'Est, parce que l'Est, lorsque l'Est est déstabilisé, certaines compagnies canadiennes, américaines, sont servies très bien. Donc pour eux, tant que cette histoire marche, ils s'en foutent du reste. Alors, c'est la faute de qui? J'ai toujours insisté sur ce point. Lorsque un voleur entre dans votre maison, vous devez vous poser les questions. Qu'est-ce que vous avez fait de mal pour qu'il puisse entrer? Ce n'est pas de le condamner, vous devez le chasser, mais vous devez vous regarder d'abord vous-même, de voir où est-ce que vous avez laissé le chemin. Parce que si vous aviez tout barricadé, le voleur ne devrait jamais entrer. Donc le système anglo-saxon, c'est un système très très sadique où les multinationaux profitent les minéraux pour se faire des milliards en utilisant des gens comme les Museveni, les Paul Kagame et tout ça, les Kabila, et se ressourcer. Tant que le peuple n'est pas conscient, eux, ça marche et ils s'en foutent. Donc c'est au peuple d'être conscient et de barricader la route, de rendre difficile leur marché. Comme ça, ça va leur pousser à raisonner la meilleure façon de retirer les minéraux. Donc, tant que le peuple est docile, eux trouvent leurs intérêts, ils trouvent leurs bénéfices, ils trouvent que c'est la meilleure façon de travailler, ils vont continuer à travailler. Donc, comme je disais, le mastermind, ce n'est pas Paul Kagame. Le pion qui est respecté, la personne qui est respectée en Afrique pour le moment, c'est Yoweri Museveni. Il a des liens très, très, très fiables avec la famille Clinton. Il a des liens très fiables avec l'Occident. C'est pour ça que même, vous avez vu qu'il s'est opposé sur les gays. Il a commencé à torturer les gays en Ouganda. Mais est-ce que vous avez remarqué comment est-ce que les journaux occidentaux ont parlé de ça? Ils ont parlé de ça 1 ou 2 jours et puis c'est fini. Parce que c'est leur gars. Ils ne peuvent pas le trahir maintenant. Lorsqu'ils s'en seront servis, lorsqu'ils seront fatigués de Museveni, ou lorsqu'ils verront que Museveni, sur le plan corporel, est devenu fatigué, il faut le remplacer. Ils vont soulever tous ces problèmes des gays, comme il est contre les gays et tout ça, et ils vont le faire sauter rapidement. Mais tant qu'il est la personne qui les serve, c'est lui qui a recruté Laurent Désiré Kabila, c'est Museveni, ce n'est pas Paul Kagame. Celui qui a eu le plan de faire sortir Mobutu en utilisant un Congolais qui parle le Swahili et qui parle l'anglais, c'est Museveni, ce n'est pas Kabila. Celui qui a décidé de tuer Laurent Désiré Kabila, dans sa bouche lui-même, parce que les gens ne suivent pas beaucoup des choses qui sont déjà publiées sur Internet. Museveni lui-même, dans sa bouche, il dit, lorsque je suis arrivé à Kinshasa, pour assister à l'inauguration, j'ai compris que la salle, le stade Kamagnola, avait 80 000 personnes, mais il n'y avait qu'au moins 30 000 qui sont entrés. Ça m'a dit quelque chose, que cette personne n'est pas aimée. Il faut le remplacer. Il a compris, parce qu'il connaît les Africains. Il a vu le stade et le stade n'était pas plein. Il a dit, si ces gens étaient contents de leur libération, ils seraient ici. Comme ils ne sont pas ici, ils n'aiment pas ces gars ici. Nous devons s'en charger.
Et ils ont fait tout pour se débarrasser. C'est Museveni qui est la pièce maîtresse. Ce n'est même pas Paul Kagame. Paul Kagame, c'est quelqu'un qui a travaillé, il est entré au pouvoir avec un passeport ougandais. Il était chef de renseignement en Ouganda avec un passeport ougandais. Il est entré aux États-Unis pour s'entraîner avec un passeport ougandais. Donc, ça a commencé il y a longtemps. C'est le multinational. Et ce sont des choses que nous Mais devons quelle serait dénoncer. la solution pour se débarrasser dans Makamoana au moment où Hillary Clinton a sa candidate dans les États-Unis? Donc, le clan Clinton, les lignes continuer. Et puis, on te dit que les Américains, Clinton, républicains, ou quoi, c'est leurs mêmes intérêts. Tout le monde dit que les résultats de toutes les révolutions, Égypte, la militaire basui, catastrophe. Libye, catastrophe. Tunisie, Ezaka, Bongo Bongo. Syrie, n'en parlons pas. Hein. Est-ce que vraiment, nous avons discuter maintenant, révolution, c'est douteux, hein. Rébellion, Mamindu qui puis élection, Tamsou Bako tricher, finalement, il faut vraiment que le leader Moboye Lokola, Tamsou Bagandi, Akoya, Yemoko leader, Nae, Moaza déjà opposant, wana, Achaba, Tuna Balabala, ou bien qu'est-ce qu'il faut? Voilà, je vais vous donner le profil d'un leader que nous attendons. Ça doit être quelqu'un qui est né au Congo, qui parle au moins 4 langues du Congo, qui n'est pas tribaliste, donc il n'est pas né dans son village, il est né dans la capitale ou quelque part, mais il ne se reconnaît pas vraiment villageois, et qui est venu ici en Occident, il a étudié et il a travaillé parmi les Blancs, et il a habité avec eux, et il suit la politique, il est dans le sillage politique ici aux États-Unis ou en Europe, mais quelqu'un que les Blancs respectent à cause du fait qu'il a des bonnes paroles. Il les rassure que lui peut changer le pays, mais aussi il peut garantir leurs intérêts. C'est possible. C'est ça le profil de la personne. Ça doit être quelqu'un qui est né au Congo, qui a grandi avec tout le monde, mais qui n'est pas né dans son village. Pourquoi j'insiste sur ça? Lorsque vous êtes né dans votre village, vous avez un attachement tribal qui va vous empêcher à aimer tout le monde de la même façon. Mais si vous êtes né en dehors de là où vous devriez vous appeler origine, vous avez au moins la mentalité, vous avez grandi avec d'autres peuples et vous avez la facilité, n'est-ce pas, de cohabiter et d'apprécier l'habilité que d'autres peuples ont. Mais après le Congo, cette personne devrait quitter, venir ici pendant longtemps, en Europe ou ici, mais ne pas vivre beaucoup dans les communautés congolaises, vivre avec les Blancs, les comprendre, parce qu'ils ont une façon de raisonner. Les Blancs, il suffit de les comprendre. Ils ont une certaine façon d'être. Ils apprécient certaines choses. Ils ont certaines valeurs. C'est ce que Mandela a dit. Mandela a dit, si tu veux combattre ton ennemi, il faut même savoir sa langue. Il faut savoir ses poésies. Il faut comprendre il faut entrer dans sa tête. C'est alors que tu vas le convaincre. C'est pour ça que Nelson Mandela, quand il écrivait des lettres à Frédéric de Klerk, lui qui était déjà président, il ne l'écrivait pas en anglais, il l'écrivait en néerlandais. Quand il l'écrivait, de Klerk sentait autre chose. Il sentait que ça, c'est un frère. Il lui écrivait même des proverbes dans sa langue. Pourquoi il faisait ça? C'est parce qu'il savait que, en faisant ça, de Klerk sentait que cette personne, je peux parler avec. Il me comprend mieux. Il comprend ce que je pense. Il peut lui donner un proverbe de sa langue. C'est comme ça que tu peux approcher ton ennemi. C'est comme ça que tu peux, n'est-ce pas, vaincre ce système ici. Donc pour moi, ça doit être un leader qui est né au Congo, mais pas dans son village,
qui est né dans la capitale, ou à Lubumbashi, ou à Goma, quelque part où il y a plein de gens qui viennent d'autres tribus et qui n'est pas tribaliste dès la naissance, et qui est sorti du pays pour qu'il voie maintenant comment est-ce que les autres raisonnent, et qui s'est intégré et qui s'est assimilé complètement avec les Blancs, et maintenant qui rentre au pays. Cette personne, vous verrez qu'elle va libérer le pays. Cette personne, si elle aime le pays, vous verrez que ce sera facile pour que cette personne puisse, n'est-ce pas, conduire le pays à un changement. Donc, c'est ça le profil qui nous manque. Les leaders, Bango Tourna dans la scène politique, est-ce que tu vois quelqu'un qui passe dans ce profil? Tous ont la moitié de ce profil. En tout cas, il n'y a personne jusque-là qui a un profil comme celui-là que je viens de décrire. Tous ont la moitié. Donc, il y aura même des jeunes. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui ont ce profil-là. Mais les vieux qui sont là maintenant, en tout cas, tous ont la moitié de ce profil. Alors, les jeunes qui sont ici, qui sont en Europe, au Japon, partout, les jeunes qui ont 30 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans, eux ont 45 ans même, ils ont ce profil-là. Donc, c'est ce que nous espérons, mais qui auront beaucoup d'amour. Mais si vous êtes né au pays, vous n'avez jamais été ici, vous avez une certaine façon de penser. C'est difficile de vous engager avec un blanc et sur le même pied d'égalité. Les blancs, si vous faites, en travaillant ici, on comprend comment ils sont, on les a étudiés. Il suffit de comprendre leur jeu, il suffit de comprendre leur tactique, comment leur culture est. Quand vous entrez, quand vous voulez engager un débat avec lui, le respect qu'ils ont, ils vont comprendre que celui-ci est de nôtre. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, si vous sentez que vous êtes à côté d'un blanc, qui est votre ami, et qui parle, il commence à vous dire les problèmes des Noirs à vous, sans se gêner, ça signifie qu'il vous prend comme un frère. Et là, vous découvrez ce qu'il pense de vous. Et là, vous découvrez les secrets. Il vous parle de ce que eux pensent. C'est un peu ça. Ok, merci Pichou pour l'analyse d'aujourd'hui. Je crois qu'on se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'analyse. Merci pour ta contribution. Merci. L'analyse du jour. Ndenge nini kosala pona kobenga Congo na benga Congo. L'heure oza na Congo mikili, cliquez likolo place bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Sima nango, cliquez likolo place bakomi, acheter. Enfin, pona montant ya carte oyo olingi. Mbala moko unité ekozala recharger na compte na yo okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe. Ngasi na babenga nga na benga Congo. Na basombela nga pe na carte benga Congo babenga nga na lemba lisolo. Nga moko na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi. Na sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 721 99. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com.